qui se traite avec de l'insuline exogène sous forme d'un schéma basal bolus, assurant donc les besoins de base et les besoins prandiaux. L'insuline est délivrée par des multi-injections sous-cutanées ou par une pompe à insuline sous-cutanée contenant un réservoir d'insuline, donc avec une sécrétion toujours basale et des besoins prandiaux. Donc, intérêt de l'éducation thérapeutique chez les patients diabétiques. Donc, on parle de l'autosurveillance. Donc, c'est 6 points par jour, la glycémie préprandiale et 2 heures en postprandiale. Donc, c'est tout l'intérêt de la surveillance du cycle glycémique. Et l'autocontrôle, c'est que le patient doit savoir gérer son diabète par rapport à l'adaptation des doses d'insuline. Donc, particulièrement d'activité sur l'activité physique. Désolée, un petit problème technique. Ça passe pas. Ah, c'est bon. Alors, on reprend, on enchaîne. Donc, l'activité physique, elle est définie par tout mouvement corporel produit par la contraction des muscles squelettiques, entraînant une dépense énergétique supérieure à celle du repos. Alors que le sport, c'est un sous-ensemble de l'activité physique spécialisée et organisée. L'activité physique ne se réduit pas au sport. L'activité physique à la maison, au travail, dans les transports et les loisirs, surtout chez les enfants. Donc, par rapport aux différents types d'exercices, alors, on a les exercices en endurance, c'est des exercices aérobies, c'est des efforts d'intensité faible à modérée pendant un temps relativement long, donc supérieur à 20 minutes, à savoir le vélo, la course, la natation. Et on a les exercices en résistance et les exercices anaérobies. Donc, c'est l'aptitude à maintenir un exercice élevé, égal ou proche de la capacité maximale de l'individu pendant un temps relativement court, maximum 3 minutes, à savoir la musculation. Et on a les exercices de contre-résistance, c'est des exercices de force, les renforcements musculaires, comme la musculation. Donc, par rapport aux exercices, à titre haltérophilie. Alors, par rapport à la réponse glycémique, lors de l'activité physique chez nos patients DT1, elle dépend de la glycémie de départ, de la concentration de l'insuline présente dans la circulation au moment du début de l'activité physique, du type d'insuline injectée, est-ce que c'est une insuline rapide ou bien une insuline lente, de la distance par rapport au dernier repas, supérieure ou inférieure à 3 heures, de l'intensité, la durée et du type d'exercice pratiqué. Le risque d'hypoglycémie, surtout nocturne, est élevé pendant au moins 24 heures en récupération après un exercice. Autrement dit, quelqu'un qui fait de l'activité physique, il faut redouter cette hypoglycémie nettement à distance de l'activité physique. C'est-à-dire qu'il faudra vraiment avertir le patient quand il fait une activité physique de ce risque d'hypoglycémie nocturne. Et on sait que c'est le risque de mort subite en pleine nuit. C'est ça, c'est-à-dire, et je suppose, j'ai toujours dit à mes examens, que mourir d'une hypoglycémie, c'est une mort bête. D'accord. Donc, il faut faire très attention à ces hypoglycémies nocturnes au moment de l'activité physique. Alors, par rapport aux exercices aérobies, donc les exercices d'endurance, de façon générale, la glycémie diminue au cours d'une activité physique d'endurance. Ainsi, l'hypoglycémie se développe chez la plupart des patients dans les 45 minutes environ, suivant le début de l'exercice aérobie. ça bloque. Désolée, il y a un problème de PC, ça bloque. Sinon,
Désolée, on a eu un problème technique. Alors, c'est bon, on revient. De ce fait, de ce fait, les patients ayant un DT1 nécessitent généralement un apport accru en glucides et ou une réduction de la dose d'insuline. Risque de cétose secondaire à cause, par rapport à l'apport accru en glucides et la réduction de la dose, des doses d'insuline avant de commencer un exercice aérobie. Par rapport aux exercices anaérobies, donc résistance et de contre-résistance, lors d'une courte séance, donc à savoir le sprint, bien l'haltérophilie ou bien certains sports de compétition, la glycémie augmente généralement, mais de façon brève et transitoire, peut-être en raison des concentrations accrues d'hormones de contre-régulation, glucagon, catécholamine. C'est-à-dire que si on doit se résumer pour ça, pour l'action de l'activité physique sur le métabolisme, il ne faut pas dire que c'est vrai que dans la plupart des cas, l'activité physique entraîne une hypoglycémie, mais il y a certains sports qui peuvent entraîner un état d'hyperglycémie, tels que les exercices anaérobies, la musculation. Généralement, il y a ce qu'on appelle une libération accrue de catécholamines, qui sont des hormones de la contre-régulation glycémique, qui vont être à l'origine d'une hyperglycémie en pleine activité physique. OK. Alors, oui. Alors, quel sport pour les DT1? Alors, par rapport aux sports à privilégier, ce sont les sports d'endurance par rapport aux sports forts et intenses. Attention, qui dit compétition, dit stress, dit déséquilibre. À déconseiller, tout ce qui est boxe à cause du risque de traumatisme oculaire, alpinisme, vol à voile, plongée sous-marine par mesure de sécurité, risque d'hypoglycémie au cas lors d'une activité physique. Donc, le patient doit toujours être accompagné donc, durant son activité physique. Il s'agit de sport solitaire. Tout à fait. Donc, cette plaque résume donc, les différentes disciplines par rapport au type d'exercice physique. Donc, par rapport aux exercices d'endurance, on a tout ce qui est cyclisme, natation, euh, les rollers d'endurance. Par rapport aux exercices de résistance à intensité élevée, on a l'haltérophilie, la lutte, la boxe, qui sont des sports contre-indiqués chez le patient diabétique. Quels sont les bienfaits de l'activité physique chez le patient diabétique de type 1? Alors, sur l'effet sur le contrôle glycémique, donc on note une amélioration significative de l'équilibre glycémique. En moyenne, une diminution de 0,27 à 0,60% de l'HbA1c, avec une activité physique régulière, à condition que le patient suit des recommandations structurées par rapport aux adaptations alimentaires, l'insulinothérapie et l'autosurveillance glycémique. D'où l'importance d'un programme d'éducation thérapeutique très bien adapté par rapport aux patients. Donc, c'est un programme personnalisé. Aussi, on sait très bien que l'activité physique augmente la masse musculaire chez nos patients et une diminution de la masse grasse, d'où une amélioration durable de la sensibilité périphérique à l'insuline. Aussi, un facteur de prévention de l'obésité par la diminution du poids. Par rapport à l'effet de l'activité physique sur les complications du diabète, alors la rétinopathie diabétique, c'est un effet controversé, mais l'activité physique pourrait aggraver la rétinopathie diabétique donc par deux mécanismes, l'hémorragie intravitréenne et le décollement rétinien. Selon l'ADA, donc en cas de rétinopathie diabétique, même modérée, la pratique de l'activité physique risque d'entraîner une élévation tensionnelle. Donc, par rapport à la manœuvre de Valsalva, donc tout ce qui est vomissement, par exemple, donc vomissement, accouchement ou bien une fibroscopie, donc il y a un risque d'hémorragie au niveau de l'œil. Donc, par rapport aux effets controversés, il y a certaines études qui ne contre-indiquent pas l'activité physique d'intensité modérée chez les patients ayant une rétinopathie diabétique stable. Donc, en pratique, l'activité physique telle que la natation, la marche, le vélo, donc, sont autorisées, même en cas de rétinopathie proliférante. Donc, ne pas recommander la pratique de la boxe chez les patients
avec rétinopathie diabétique. Il y a le risque de saignement, comme j'en ai déjà parlé. Et par rapport, lorsqu'une rétinopathie sévère est dépistée, elle doit être bien traitée avant de lancer l'activité physique chez ces patients. Alors, sur le plan néphropathie diabétique, donc, quand on fait une activité physique, il y a le risque d'une élévation transitoire de la microalbuminurie. Donc, on a un effet bénéfique par rapport à la néphropathie diabétique. L'activité physique à type de renforcement musculaire permet de lutter contre la sarcopénie. Chez les patients donc, hémodialysés, il y a une amélioration de la capacité oxydative des muscles, un bon contrôle tensionnel, un bon profil lipidique, une amélioration de la rigidité artérielle, une insulinosensibilité et une amélioration des marqueurs de l'inflammation ainsi que une correction de l'anémie. Donc, sur le plan neuropathie diabétique, donc, on a démontré un effet bénéfique dans la prévention en pratiquant donc, l'activité physique à raison de 4 heures par semaine de marche. Donc, on aura eu un retard d'apparition de la neuropathie diabétique chez nos patients DT1. Donc, si on doit se résumer, on va dire que l'activité physique, elle améliore le métabolisme glucidique. Donc, le fait qu'elle améliore le métabolisme glucidique et le métabolisme lipidique, donc elle va en quelque sorte prévenir l'apparition de la rétinopathie diabétique. On le sait très bien dans le DT1, elle apparaît au bout de 5 ans. Elle va également retarder en quelque sorte, elle ne va pas prévenir, même si la rétinopathie a aussi le facteur génétique, mais elle va retarder au maximum l'apparition des complications microangiopathiques chez le DT1, particulièrement la rétinopathie diabétique. Et la néphropathie diabétique est également la neuropathie dont on connaît qu'un des mécanismes de la neuropathie, c'est la microangiopathie. Donc, elle améliore le métabolisme glucidique, elle améliore également, docteur Ambroche, le métabolisme lipidique. Donc, par rapport au métabolisme lipidique, on a une augmentation donc, de la lipolyse, une augmentation de l'utilisation des acides gras, une amélioration du profil lipidique, à savoir une diminution du rapport LDL-HDL, le rapport de l'ApoB sur l'ApoA, A1, et des triglycérides, ainsi qu'une diminution donc, de la masse grasse viscérale. Sur le plan cardiovasculaire, on n'a que des bénéfices, sauf que les exercices de forte intensité, il y a le risque de mort subite chez les patients diabétiques. Donc, il faut faire attention. Donc, on a un effet anti-ischémique, anti-arythmique, anti-thrombotique et une diminution des facteurs de risque cardiovasculaire, ainsi qu'une amélioration donc, du profil tensionnel. Tout ça va diminuer la mortalité, la morbidité cardiovasculaire chez nos patients DT1 de 30 à 70% à 5 à 20 ans d'évolution de diabète. Un problème de concentrer l'image. Donc, sans oublier que l'activité physique a un effet psychologique, donc antidépresseur, anti-isolement. Le patient diabétique donc, sort de sa bulle, donc il côtoie des gens, euh, il n'est pas le seul qui est malade, donc il aura une vie de société. Tout à fait, donc ça va améliorer sa qualité de vie en tant que patient. Donc, c'est un paramètre très, très primordial donc, dans la prise en charge de toute maladie chronique. En plus de ça, on sait que l'antistress, ça réduit aussi les autres pathologies auto-immunes qui peuvent s'associer dans le cadre du diabète de type 1. Tout à fait. Okay. Donc, en conclusion, si on résume, la présence de complications dégénératives du diabète n'est pas une contre-indication à la pratique d'une activité physique régulière. Les effets aggravants potentiels de l'activité physique sur les complications déjà préexistantes sont largement contrebalancés par les effets bénéfiques. OK. Est-ce qu'il n'y a pas de souci? Est-ce que le message est transmis pour la première présentation pour qu'on puisse passer à la deuxième présentation? Ah, mais c'est d'accord, ok. Néanmoins, la pratique de l'activité physique a des risques sur le patient DT1. À savoir, il y a le risque d'hypoglycémie. Donc, chez nos patients DT1 sous insuline. Donc, l'hypoglycémie sévère, qui est une glycémie qui est inférieure ou égale à 50 mg par décilitre, ou un événement hypoglycémiant
nécessitant donc l'intervention d'une tierce personne dans les 24 heures précédentes, l'activité physique est une contre-indication absolue en raison du risque accru d'un épisode grave durant l'exercice physique. Donc, il faut toujours faire attention, toujours bien interroger le patient, l'exercice. Les patients DT1 doivent connaître leur glycémie initiale. Donc, il faut toujours viser un niveau glycémique au moins supérieur à 130 mg par décilitre par rapport à une glycémie de début avant l'exercice physique. Donc, contrôler la glycémie avant, après et durant l'exercice, car l'hypoglycémie peut survenir pendant et quelques heures après l'exercice. Donc, l'intérêt de la surveillance du contrôle glycémique pour les patients qui peuvent s'en procurer. Donc, avoir l'équipement nécessaire pour surveiller la glycémie et les collations pour traiter une éventuelle hypoglycémie donc, durant le sport. Donc, il est nécessaire que le patient soit muni d'une carte diabétique ou bien d'informer aussi l'entourage ou bien l'équipe ou bien l'entraîneur euh, au cours de l'activité physique. Donc, on a parlé du risque d'hypoglycémie durant l'activité physique. Et on a aussi le risque d'hyperglycémie. Donc, c'est un cercle vicieux. Genre, on a une hypoglycémie, resucrage, on aura une hyperglycémie. Ou bien, si on fait une activité physique, si on prend une collation juste avant l'activité physique, d'accord, un repas très riche en glucides. Donc, si hyperglycémie supérieure à 2 grammes par litre, une recherche d'acétonurie est systématique, donc définie par 2 croix de cétone au niveau des bandelettes urinaires, ainsi que le dosage sanguin du métabolite 3-bêta-hydroxybutyrate. Donc, il est conseillé d'arrêter ou de ne pas démarrer l'activité physique sous peine de voir la situation s'aggraver durant le sport et d'orienter le malade aux urgences médicales. Donc, par rapport aussi au risque, on a déjà parlé par rapport à l'aggravation des complications dégénératives, donc la rétinopathie diabétique. Et on a aussi le risque d'aggraver une atteinte cardiovasculaire sous-jacente, à savoir faire un IDM ou bien un malaise cardiaque durant l'activité physique. Donc, d'où l'intérêt toujours d'un bilan médical avant l'activité physique régulière. D'accord? Alors, par rapport aux risques liés à la neuropathie autonome, on a le risque d'hypotension orthostatique, d'hypoglycémie non prévisible. Donc, on a une désensibilisation à l'hypoglycémie. Le patient ne ressent pas le malaise. Donc, on n'a pas les signes préliminaires de l'hypoglycémie. Alors, la présence donc par rapport aux pieds, donc il faut des chaussures adaptées chez tous les patients diabétiques. Donc, parce qu'il y a le risque d'un mal perforant plantaire. Donc, l'autocontrôle quotidien des pieds doit être effectué chez tous les patients ayant un DT1 en présence ou non de neuropathie, avec une prévention des plaies, des ampoules et des ampoules. Donc, avoir de bonnes chaussures et aussi et traiter toute lésion au niveau du pied. Alors, mais dans l'ensemble, donc pour résumer tout ça, les bienfaits pour la santé de l'activité physique l'emportent sur les risques d'être inactif, donc sédentaire, pour les personnes ayant un DT1, sur l'équilibre glycémique, sur les complications du diabète sur la personne. Alors, en résumé, donc le challenge reste le maintien d'une glycémie normale, ce qui implique une surveillance glycémique avant, pendant et après l'exercice, d'où l'intérêt des capteurs de glycémie, quel que soit le système utilisé, donc soit le lecteur ou bien le CGM. Donc, ils apportent un confort, un gain de temps dans la surveillance glycémique, des informations sur la cinétique des glycémies durant l'activité physique afin de bien gérer son activité physique et d'adapter les doses d'insuline durant le sport. L'adaptation donc doit jouer sur l'alimentation et l'insulinothérapie. L'éducation thérapeutique en milieu spécialisé diabétologique est primordiale.
Donc, la mesure du glucose interstitiel en continu, le CGM, est à privilégier comme mode de suivi de la glycémie du fait de sa flexibilité et pour répondre à des variations glycémiques dépendant de nombreux paramètres au cours de l'exercice, à savoir la durée des séances, l'intensité, l'horaire variable, l'horaire des repas, le stress de la compétition. La pompe sous-cutanée est à privilégier comme mode de traitement du fait de sa flexibilité pour répondre à des programmes d'entraînement souvent complexes, associant des séances de durée, d'intensité, d'horaires variables et lors de la compétition. Malheureusement, en Algérie, on ne pourra pas, donc c'est pas tous les malades qui peuvent se permettre d'avoir une pompe sous-cutanée. Peut-être dans l'avenir, on aura la chance que la pompe soit remboursée Donc, le CGM soit remboursé. et la pompe aussi. Donc, le rôle de l'expérience de chaque patient diabétique type 1 est primordial avec possibilité d'établir un ou plusieurs protocoles en interprétant les résultats obtenus avec leur diabétologue. L'activité physique ou sportive régulière et la diminution des comportements sédentaires devraient être une recommandation systématique chez les patients DT1, portée par des médecins traitants en collaboration avec les diabétologues de leurs patients. Je vous remercie. À vous la parole. Alors, prochain, excusez-moi. Non, rien. 4, qu'est-ce que c'est? Bon. Alors, je crois qu'on va passer maintenant. On a fait le point sur le DT1, mais ce n'est pas le dernier point puisqu'on va discuter après sur la prescription, quand est-ce qu'il faut ou ne pas faire une prescription. De donner actuellement, est-ce qu'on peut faire une prescription pour l'activité physique? Mais cette fois-ci, je vais m'intéresser plutôt. Alors, la deuxième pathologie qu'on va aborder, c'est bien les problèmes thyroïdiens. On sait très bien que l'activité physique, elle sollicite le muscle, elle sollicite le cœur. On va parler sur la thyroïde et le sport en particulier, puisqu'on sait que la thyroïde, c'est un organe, vous connaissez très très bien, et actuellement, avec l'état de stress, on assiste, on observe actuellement beaucoup de pathologies thyroïdiennes, particulièrement les pathologies auto-immunes. Et on sait que la thyroïde, elle est sollicitée par les efforts physiques qui vont affecter le niveau circulatoire des hormones thyroïdiens. Mais il faut se dire que les phénomènes, ou plutôt tout ce qui se passe dans l'axe hypothalamo-hypophyso-thyroïdien, ce sont des mécanismes adaptatifs ou préservateurs qu'il ne faut jamais compenser. En revanche, lorsque vous avez un patient qui présente des dysthyroïdies, dans ces cas-là, il faudra traiter ces patients parce que ces patients généralement sont soumis à moins de performance en cas d'activité physique, car généralement la thyroïde, elle est sollicitée par le sport, particulièrement les systèmes musculo-squelettiques, cardiaques, digestifs et nerveux. Alors, on voit actuellement l'émergence de beaucoup de maladies thyroïdiennes et je suppose que vous l'avez dû le remarquer en milieu scolaire. À l'époque, on le voyait chez les sujets adultes, mais maintenant, on le voit de plus en plus chez les enfants. Et donc, vous êtes sollicité de plus en plus à affronter ou plutôt à voir. C'est bon? Donc, on est sollicité à traiter, à diagnostiquer d'abord et à traiter ces pathologies, soit dans le sens d'hypo ou d'hyperthyroïdie. Et ce qui nous semble un peu difficile, c'est surtout les pathologies infracliniques, que ce soit l'hyperthyroïdie infraclinique ou l'hypothyroïdie infraclinique. Alors, je commence par vous faire un rappel, peut-être parce que vous êtes des médecins généralistes et je suppose que vous avez dû faire des formations pour certains d'entre vous depuis des années. Je vous rappelle que la glande thyroïde, c'est une glande qui se situe à la base du cou, qu'elle est composée de deux lobes, le lobe droit et le lobe gauche qui sont reliés par un isthme. Parfois se détache un lobe intermédiaire, ce qu'on appelle le lobe pyramidal. Elle est sous l'action d'un axe hypothalamo-hypophysaire, dans l'hypophyse qui sécrète la TSH et l'hypothalamus qui sécrète la TRH. Cette thyroïde, elle sécrète deux types d'hormones, la T3 et la T4, grâce aux cellules vésiculaires qui constituent le follicule
follicule thyroïdien, qui est l'unité fonctionnelle de la thyroïde. Et chaque follicule thyroïdien est composé de cellules folliculaires et à l'intérieur, qui délimite un espace qu'on appelle la colloïde. Alors, entre les cellules, je dirais que les cellules folliculaires représentent à peu près plus de 90% de la glande thyroïde. Et entre les follicules, vous avez ce qu'on appelle les cellules parafolliculaires qui sécrètent les thyrocalcitonin. Alors, je vous rappelle que les hormones thyroïdiennes, ils ont ce qu'on appelle une action ubiquitaire dans l'organisme. Ils vont solliciter pratiquement tous les organes et particulièrement ceux qui sont sollicités par le sport, en particulier le métabolisme, puisqu'on sait que l'activité physique, elle généralement, elle augmente le métabolisme. Elle a besoin donc d'une augmentation du métabolisme, de la thermogénèse, et on sait que les hormones thyroïdiennes, ils augmentent la production de chaleur, ils augmentent également le métabolisme de base qui est également augmenté au cours du sport ou d'une activité physique. Alors, les hormones thyroïdiennes, ils interviennent aussi sur le système cardiovasculaire qui est sollicité également par l'activité physique. On sait que les hormones thyroïdiennes, ils ont un effet chronotrope positif, inotrope positif et dendromotrope positif, c'est-à-dire qu'ils vont augmenter la contractilité et la fréquence cardiaque. Ils entraînent un développement du tonus musculaire et je reviendrai sur l'utilisation de certains hormones thyroïdiennes pour les sujets qui sont généralement intégrés dans des sports de compétition, puisqu'ils sollicitent les hormones thyroïdiennes, ils augmentent aussi, ils ont ce qu'on appelle une action anabolisante et donc ils sont utilisés comme des médicaments de dopage. Ils interviennent également, vous avez vu, donc sur les systèmes squelettiques. Autrement dit, que si vous avez quelqu'un qui fait un dysfonctionnement thyroïdien, il va avoir un problème au niveau de l'os et ça va être un handicap qui va freiner son activité physique. Et donc, chez l'enfant, on le sait que chez la femme enceinte, les hormones thyroïdiennes interviennent dans la maturation cérébrale, dans la différenciation osseuse et ils interviennent également dans la croissance osseuse chez l'enfant, généralement jusqu'à l'âge de 4 ans. Ils interviennent également en collaboration avec l'hormone de la croissance et des hormones stéroïdiennes au-delà de l'âge de 4 ans. Ils interviennent également sur le système reproducteur, mais je vais insister sur les trois organes qui sont sollicités particulièrement au cours de l'activité physique, particulièrement le métabolisme et la thermogénèse, le système cardiovasculaire et le système musculaire. Pour vous dire que tout dysfonctionnement au niveau de la thyroïde, il va altérer l'activité physique ou plutôt va altérer les performances qui sont vraiment indispensables à une activité physique. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on pratique intensément le sport sur la fonction? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça retentit sur notre fonction thyroïdienne? Eh bien, l'axe hypothalamo-hypophyso-thyroïdien est sollicité par cette activité physique, particulièrement lorsqu'elle est intense. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu beaucoup d'études, par exemple, une étude qui a été publiée en 2005 qui avait montré qu'il y a une relation entre l'intensité de l'activité physique et l'augmentation de la TSH. Autrement dit, qu'il y a ce qu'on appelle des phénomènes adaptatifs de la TSH. Cette TSH va augmenter et c'est une réponse adaptative à la sollicitation des sécrétions hypophysaires en réponse physiologique à la demande énergétique, vasculaire et métabolique de l'effort, surtout si elle est pratiquée intensément. Parallèlement à l'augmentation de la TSH, il y a l'augmentation des autres hormones hypophysaires, à savoir la GH et la CTH, bien avant le cortisol. Autrement dit, si on doit se dire qu'il y a une augmentation de la TSH, on doit se dire probablement que le sujet va être en hyperthyroïdie. Alors, d'autant plus que au cours d'un effort physique intense, on peut aussi assister à une augmentation continue de la T4 avec moins d'intensité à partir du 70e%, c'est-à-dire 70% de l'activité physique maximale. Alors, la fréquence cardiaque, donc, on aura donc, lors d'une activité physique intense, une augmentation de la TSH, une augmentation de la FT4. Donc, on crée ce qu'on appelle un état d'hyperthyroïdie transitoire. Heureusement que ces modifications hormonales ne perdurent que 15 minutes après l'arrêt de l'exercice physique d'intensité maximale. Et surtout, il y a à côté, et vous le savez très bien, ce n'est pas la FT4 qui est une hormone, c'est pas la FT4 qui est l'hormone d'activité. Généralement, c'est pas l'hormone biologiquement active au niveau du sang, c'est plutôt la FT3. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous allez avoir une augmentation. Vous allez me dire que le malade, il est en hyperthyroïdie au moment de l'activité physique intense. Eh bien, non. Et c'est ce qu'on appelle un état d'hyperthyroïdie qui va être contrecarré par quoi? Il y a une augmentation, on sait qu'il y a cette augmentation de cortisol et l'augmentation de cortisol va faire quoi? Elle va entraîner
une stimulation d'un type va inhiber ce qu'on appelle la conversion de T4 en T3. Et je vous rappelle que la T3, l'hormone T3 active biologiquement, elle n'est sécrétée que dans 25% par la thyroïde et qu'elle provient dans 75% des cas par la conversion à partir de la FT4, de la conversion de la FT4 en FT3. Donc, parallèlement à cette augmentation de la FT4 et l'augmentation de la TSH, il y a une inhibition de la 5' des iodases responsable de la conversion de T4 en T3 suite à un hypercorticisme lié à cette activité intense. Autrement dit, vous allez avoir une diminution de la FT3 et vous allez tomber dans un climat de moindre hyperthyroïdie transitoire sur un organisme déjà très sollicité par l'effort intense. Alors, ce qui se passe donc, vous allez avoir un syndrome de basse T3. Donc, vous allez avoir une diminution de la FT3. Vous allez me dire que la FT3, elle va baisser et donc ces sujets qui vont être soumis à une activité physique doivent nécessiter un apport en hormones thyroïdiennes. Eh bien, la réponse à cette question, eh bien non, puisque la FT3, elle va baisser, mais elle va rester aux normes qui répondent, généralement, qui permettent une activité physique de 45%. Elle répond, ces taux de FT3 répondent à une activité physique modérée. Donc, ces phénomènes-là, ce sont des phénomènes adaptatifs et préservateurs de l'activité physique et qui permettent d'avoir un taux de FT3 répondant aux sollicitations musculaires et cardiovasculaires de l'activité physique. Donc, vous allez voir un syndrome de basse T3 que j'ai bien expliqué. Donc, c'est un mécanisme physiologique d'épargne de l'organisme qu'il faudra respecter. Autrement dit, si vous avez quelqu'un qui fait une activité physique intense, tout bilan thyroïdien basal doit être effectué à distance d'un entraînement. Alors, quelles sont les pathologies thyroïdiennes que vous allez rencontrer en milieu scolaire et à qui vous devrez proposer ou interdire une activité physique? On sait que la thyroïde intervient dans le fonctionnement des grands systèmes, je l'ai bien dit. C'est une glande qui est soumise au stress, à l'action des perturbateurs environnementaux qui sont actuellement de mode et sensibles aux carences alimentaires. On sait qu'un apport alimentaire pauvre en iode, pauvre en zinc et pauvre en sélénium prédispose l'individu à des pathologies thyroïdiennes. Donc, son fonctionnement peut être aussi perturbé par des aliments comme le manioc, le soja, les toxiques comme le tabac et le cannabis. Et puis, l'action des perturbateurs thyroïdiens s'exerce surtout s'il existe un déficit au statut thyroïdien. Donc, une bonne protection consiste à consommer du sel iodé et on sait que l'apport iodé, il est particulièrement apporté par l'alimentation et particulièrement par le sel de table sans en abuser et des produits de la mer et de limiter les aliments perturbateurs, surtout s'il existe des antécédents familiaux de dysthyroïdie chez ces enfants-là. Alors, des médicaments peuvent aussi avoir un impact sur la thyroïde, tels que les sels de lithium, l'interféron qui est utilisé dans les hépatites virales et la cordarone qui est utilisée dans certaines arythmies cardiovasculaires. Alors, les pathologies thyroïdiennes, si on peut poser les dysfonctionnements thyroïdiens, il y a ce qu'on appelle des pathologies thyroïdiennes qui peuvent survenir en aigu au cours d'une activité physique, particulièrement certains traumatismes thyroïdiens qui peuvent survenir avec l'impact d'un objet contondant. Par exemple, je vous donne par exemple les enfants qui pratiquent le tennis, vous pouvez avoir des kystes thyroïdiens liquidiens qui peuvent être créés par l'impact de la balle de tennis. Il y a eu même, par exemple, des ruptures secondaires à la thyroïde pour les sujets qui pratiquent. Heureusement, on n'a pas de hockey, donc ça ne fait pas partie de nos activités habituelles en Algérie, le hockey. Eh bien, il y a eu même des ruptures secondaires de la thyroïde liées au choc direct d'un bâton de hockey. Donc, si vous avez quelqu'un, un enfant qui subit un choc direct de la thyroïde, il faudra explorer par une échographie en urgence, en moindre doute. Il faut aussi savoir détecter une fracture du cartilage thyroïdien si le traumatisme est intense. Et il faudra également apprécier la fonction thyroïdienne qui devra faire suite à ces examens radiologiques. Alors, autrement dit, en dehors des traumatismes qui entraînent des accès aigus sur le plan thyroïdien, eh bien, il peut y avoir des pathologies chroniques, particulièrement l'hypothyroïdie. Alors, un enfant qui fait de l'activité physique et qui présente certains signes particuliers, un état d'asthénie, un état de constipation, par
exemple, la prise de poids particulière parce qu'un enfant qui est en hypothyroïdie va avoir un hypométabolisme et donc l'individu va emmagasiner de la graisse qui va être à l'origine de cette prise de poids. Il va avoir un ralentissement psychomoteur qui n'est pas détecté obligatoirement chez l'enfant, mais ça peut être des troubles du comportement, ça peut être une faiblesse musculaire, ça peut être un état de somnolence, et puis aussi les états cutanés, une peau sèche, une chute des cheveux. Tous ces signes-là renvoient vers la recherche d'une hypothyroïdie qui peut réduire les performances de l'individu à l'activité physique. Alors, si vous suspectez une hypothyroïdie chez un enfant, l'examen de première intention, on vous le dit et on ne cesse de le répéter, une TSH ultrasensible suffira largement à poser le diagnostic d'une hypothyroïdie. C'est un examen de première intention. Si la TSH revient élevée, et là, il faudra compléter par un examen de deuxième intention qui est la FT4. Et je vous rappelle que la FT4, ce n'est pas l'hormone qui est biologiquement active, c'est la FT3, mais la FT4, c'est l'hormone de réserve de la FT3 et qui a une demi-vie d'une semaine, contrairement à la FT3 qui a une demi-vie de 24 heures. Alors, si vous êtes en présence d'une hypothyroïdie, à savoir primaire, une FT4 basse, une TSH élevée, là, vous devriez demander les anticorps anti-TPO pour étiqueter votre hypothyroïdie et compléter par une échographie thyroïdienne pour apprécier l'écostructure de la thyroïde. Donc, ça, c'est les pathologies qui peuvent survenir. Autrement dit que l'hypothyroïdie, que souvent, les enfants, généralement, qui présentent une hypothyroïdie, quand les parents voient toute cette symptomatologie, ils essaient un peu de simuler leur enfant en leur proposant du sport. Eh bien, non. Quand il s'agit d'une hypothyroïdie, les performances de l'individu vont diminuer. C'est vrai que certaines activités dont on reviendra peuvent stimuler l'oxygénation et la force musculaire, mais en dehors d'un bilan pathologique, d'un bilan biologique pathologique. Alors, quelles sont les pathologies? C'est-à-dire quand vous avez une symptomatologie d'une hypothyroïdie franche, le diagnostic pourra être posé sans équivoque. Mais ce qui nous pose problème, c'est ce qu'on appelle les hypothyroïdies frustes, où le diagnostic est souvent difficile à cette phase, puisque c'est des sujets qui vont avoir généralement, vraiment, ils sont infracniques, c'est-à-dire qu'ils sont souvent asymptomatiques. Et lorsqu'on fait la TSH chez ces patients, on la trouvera au-delà de 4 milliunités, mais souvent elle est inférieure à 10 milliunités par millilitre, à savoir avec une FT3, une FT4 qui reste normale. Alors, lorsque vous faites un bilan thyroïdien et vous suspectez une hypothyroïdie chez les enfants, eh bien, vous tombez devant une hypothyroïdie infraclinique. Il faudra toujours confirmer par un deuxième dosage dans le mois qui suit le premier et un dosage des anticorps anti-TPO qui aurait une valeur pronostique quant au risque de conversion de l'hypothyroïdie fruste en hypothyroïdie patente. Alors, les recommandations de la Haute Autorité de Santé en 2007 en dehors de la grossesse, recommande de distinguer trois situations dans ce cas, c'est-à-dire le pronostic de cette pathologie. Vous allez avoir un risque, puisque l'hypothyroïdie infraclinique n'évolue pas obligatoirement en hypothyroïdie patente, elle évoluera en hypothyroïdie patente que si vous avez une TSH inférieure à 10 avec présence, une TSH au-delà de 10 avec présence d'anticorps. Là, le traitement, il est recommandé. Vous avez un risque faible de conversion en hypothyroïdie patente lorsque vous avez une TSH inférieure à 10 avec absence d'anticorps. Et ce genre de patients, il faudra les surveiller tous les 6 mois, mais ça ne contre-indique en aucun cas leur activité physique tant qu'ils n'ont pas de symptomatologie. Et puis, il y a le risque intermédiaire de conversion en hypothyroïdie patente lorsque vous avez une TSH inférieure à 10, mais présence d'anticorps. Et là, vous allez avec présence de signes cliniques d'hypothyroïdie et une hypercholestérolémie. Dans ce cas, vous avez des anticorps positifs, une TSH inférieure, l'instauration du traitement se fait du cas par cas. Et je vous dirais que chez l'enfant particulièrement, on n'instaure pas le traitement tant que l'enfant n'est pas en hypothyroïdie franche. C'est-à-dire, c'est des malades qui sont souvent à surveiller. Alors, la deuxième, deuxième observation où j'attire votre attention, vous avez vu qu'un enfant qui fait de l'activité physique, c'est un enfant qui est en hyperactivité. C'est-à-dire qu'on peut confondre facilement un sportif stressé et un enfant hyperthyroïdien. C'est vrai surtout au stade de début où le diagnostic est tout à fait difficile. C'est un climat hyperthyroïdien, c'est un enfant qui va être surexcité, il va parler beaucoup, les palpitations, il les rapporte très rarement. Les perturbations du sommeil, on le met souvent sur le compte de l'hyperactivité. Et donc, vraiment, ces symptômes ne nous renvoient pas
vers le diagnostic d'hyperthyroïdie, sauf quand c'est un enfant qui va perdre du poids peut-être avec une fatigue musculaire, là peut-être, et encore avec ces symptômes, on n'est pas du tout confronté au diagnostic d'hyperthyroïdie parce qu'on va également les mettre sur le compte d'un surentraînement pour ces patients. Dans ce cadre-là, il faudra savoir dépister ces hyperthyroïdies frustes car l'organisme se fatigue et le sportif n'est pas à son niveau optimal. Mais dans le cas de l'hyperthyroïdie franche, les signes sont beaucoup plus nets. C'est un enfant qui va rapporter une notion de tachycardie importante. Mais ce qu'on voit chez l'enfant et chez l'adolescent, c'est surtout les troubles du comportement chez ces patients avec les états d'insomnie et l'hypersutation, les tremblements des extrémités. Et dans ces cas, ce qu'on suspecte chez l'enfant, c'est surtout la maladie de Basedow, qui est l'étiologie la plus fréquente. À côté de ces symptômes, on peut avoir une symptomatologie oculaire, à savoir l'exophtalmie bilatérale chez ces patients. Alors, la question qu'on se pose aussi, on a tendance aussi à voir des parents qui renvoient leur passion ou leur enfant à faire de l'activité. Et puis aussi, à partir de l'adolescence, l'enfant, il est vraiment fan de son corps. Il aime bien vraiment avoir de la musculation, une hypertrophie musculaire. Il tombe dans la bigorexie. Alors, la bigorexie, c'est un type. Vraiment, c'est un type disons, de trouble psychologique ou psychiatrique. C'est une addiction au sport, la pratique du sport qui permet d'ailleurs généralement, qui intéresse surtout les hommes, c'est un état de dépendance au sport. C'est généralement des pratiquants de culturisme, de fitness ou de cyclisme qui ne peuvent s'empêcher de s'entraîner en permanence. Alors, cette addiction du sport peut d'ailleurs mener à la mort chez ces patients qui n'arrivent pas qui sont pas capables de s'arrêter de pratiquer une activité sportive et souvent par un infarctus du myocarde. Eh bien, ce type de sport ou la bigorexie pourrait entraîner un état d'hyperthyroïdie puisque ça va être une source de stress que plutôt une source d'antistress. Alors, quel sport en cas de dysthyroïdie? Si vous avez posé le diagnostic de dysthyroïdie chez ces enfants, les hyperthyroïdies généralement nécessitent un état de repos permanent. Si l'enfant n'arrive pas à se reposer, on pourra peut-être proposer des activités vraiment d'intensité très modérée, particulièrement la marche et la natation. En cas d'hypothyroïdie, les exercices d'endurance tels que le cardio, les courses à pied et la musculation pourraient être indiqués puisque ça améliore l'oxygénation et la force musculaire. Mais toujours est-il que ces sports doivent être adoptés. Il faut toujours adopter un rythme progressif et modéré afin d'assurer un fonctionnement sain de la glande thyroïde, à savoir une durée maximum de 30 minutes pour cette activité physique. Alors, attention au traitement par le lévothyrox en dehors de l'hypothyroïdie. Je vous le répète, puisque la lévothyroxine, c'est un traitement stimulant, amaigrissant et anabilisant. Il est très intéressant dans de nombreuses disciplines. La lévothyroxine, c'est un médicament chargé de freiner la sécrétion de la TSH ou de compenser l'hypothyroïdie, mais c'est une molécule qui a été très vite identifiée par les dopeurs comme potentiellement utilisée pour améliorer la performance, notamment dans les sports d'endurance. Malheureusement, c'est un produit qui n'existe pas dans la liste des médicaments inscrits dans les dopages et donc elle ne figure pas généralement dans les tests de recherche dans les traitements antidopage pour les sportifs. Donc, faites très attention. En dehors de l'hypothyroïdie, eh bien, un traitement par la lévothyroxine doit être indiqué chez ces patients selon les normes et on voit que les taux les plus importants généralement, ou plutôt le dosage le plus important chez l'enfant, et voyez qu'à partir de 15 ans, les dosages de la lévothyroxine rejoignent ceux de l'adulte. Alors, la conclusion, je vous ai bien vraiment démontré que l'effort intense n'induit pas une hypothyroïdie vraie, mais c'est plutôt une non-hypothyroïdie, une déconnexion donc de l'augmentation de la T4 induite par l'effort. Il y a juste un frein hormonal provisoire pour que l'organisme ne subisse pas les effets de l'augmentation de la production des hormones thyroïdiens. Cette réponse physiologique départ ne doit pas être compensée, elle est provisoire. Une récupération bien menée permet de retour plus rapide à un fonctionnement normal. Une récupération insuffisante peut conduire à l'épuisement. Il ne faut donc pas compenser le syndrome de PAST-3 adaptatif vis-à-vis d'une dépense énergétique intense, mais il convient d'accompagner l'organisme pour limiter son stress. Le médecin doit prescrire, faire respecter le vrai repos et en cas de suspicion clinique d'une dysthyroïdie, il faudra savoir répéter les dosages hormonaux si anomalies sont frustres.
Je crois qu'on a terminé pour la deuxième et j'espère que j'ai été claire dans cette présentation. Alors, nous avons fait le tour de la question sur le DT1, nous avons fait le tour de la question sur le diabète gestationnel. Nous allons essayer de ramasser, ou plutôt nos conseils et nos précautions. Quand est-ce qu'il faudra prescrire un certificat d'aptitude pour nos patients, peut-être vous orienter, parce que je vous dirais qu'il n'y a pas de certificat de contre-indication à l'activité physique. Il y a un certificat peut-être de contre-indication aux précautions d'utilisation pour la pratique de l'activité physique. Quelles sont les précautions à prendre avant de prescrire un certificat d'aptitude à une activité physique? Toute activité physique est permise, d'autant plus que l'enfant est jeune. On ne peut jamais priver un enfant d'une activité physique. Et là, on commencera par vous dire d'abord comment prescrire un certificat d'aptitude de non-contre-indication à une activité physique qui serait, non, non, réduit, passons, revient. Certificat d'aptitude à une activité physique, avant de prescrire donc une activité physique, pour vous dire que l'activité physique et sportive a un intérêt physique, psychologique et social, mais pour qu'elle soit bénéfique, elle doit répondre aux 3 R. Elle doit être raisonnée. Ça veut dire que avant de prescrire une activité physique, il faudra raisonner. Est-ce que l'enfant présente les capacités à pratiquer cette activité physique? Il faudra poser la question, quelle activité physique? Un certificat d'aptitude pour quelle activité physique? Elle doit être régulière pour qu'elle soit bénéfique, mais elle doit être raisonnable. Je voulais bien démontrer cette bigorexie qui rentre dans le problème psychiatrique. Ça nous renvoie carrément vers l'addiction, vers l'activité physique. Et actuellement, on sait très bien qu'un adolescent, il a beaucoup généralement l'estime du soi et donc il va pratiquer autant qu'il faut cette activité physique pour avoir un corps de rêve. Donc, ça, ce sont les conseils. Alors, pour vous dire que les recommandations de l'INSERM 2008 et de l'ANS 2016 recommandent de faire 30 minutes d'activité physique à intensité modérée par jour, 5 jours par semaine, ce qui est équivalent à 150 minutes d'activité physique modérée par semaine. Parfois, on peut rajouter en plus la pratique d'exercices physiques de renforcement musculaire léger 2 fois par semaine, plus ou moins d'exercices d'équilibre, en particulier chez les personnes à risque de rechute. Alors, avant de délivrer un certificat d'aptitude à une activité physique, l'examen médical doit durer le temps nécessaire. Il doit être complet afin de ne pas omettre une éventuelle contre-indication. Le médecin doit prendre en compte les spécificités du sport, c'est-à-dire le technique, le niveau, la catégorie d'âge, les conditions, le volume et l'intensité du pratique. Dans le cadre chez l'enfant et l'adolescent, dans le cadre de la médecine scolaire, il faudra prendre en considération les troubles morphologiques, en particulier les troubles rachidiens, les risques traumatiques aigus ou chroniques. Et la conclusion de la visite médicale de non-contre-indication se fait en fonction des exigences médicales du usager et des aptitudes et ses spécificités de l'élève. Autrement dit, on va voir pour chaque pathologie, si vous avez quelqu'un, par exemple, un diabétique de type 1, qui vient vous demander de faire, par exemple, une activité sportive telle que le boxe, eh ben, là, on est dans l'obligation de demander, par exemple, de faire un certificat de contre-indication à ce sport. Ce n'est pas un certificat de contre-indication pour une activité physique, pour une activité physique particulière spécifique. Alors, les particularités, donc il faut faire très attention pour les particularités de l'examen clinique de l'enfant et de l'adolescent, puisqu'on parle de médecine scolaire, eh bien, l'interrogatoire, il doit être souvent mené en présence d'un parent, s'assurer que l'activité physique n'est pas intensive. Un enfant de plus de 10 ans doit avoir une activité intensive qui ne doit pas dépasser 10 heures par semaine. Un enfant moins de 10 ans, son activité physique ne doit pas dépasser les 6 heures par semaine. Et cette règle de 6 à 10 heures représente une limite à partir de laquelle on voit apparaître des pathologies de surmenage. À partir de 14 ans, avant 14 ans, l'enfant ne devrait pas en avoir en aucun cas un entraînement quotidien. Alors, les particularités de l'examen clinique de l'enfant et l'adolescent.
Un enfant qui vient, il faut toujours avoir les données de la croissance staturo-pondérale. Je vous parle en matière d'endocrino, puisque ça relève du retard de croissance. C'est une pathologie qui relève de l'endocrinologie et de l'endocrinologie pédiatrique. Ils doivent être toujours rapportés sur les courbes du carnet de santé, puisque je parle à des médecins de l'hygiène scolaire et on voit que souvent sur les carnets de santé, le poids et la taille n'est jamais mentionné. Il faudra toujours prévoir la maturation pubertaire. À partir de la maturation pubertaire, on peut également enclencher et voir aussi, ça nous renvoie vers certaines pathologies endocriniennes, particulièrement l'hypothyroïdie qui peut retentir sur la puberté, le DT1 également, et évaluer la statique générale, en particulier rachidienne. Pourquoi j'insiste sur le problème rachidien? Un sujet qui fait, par exemple, une hypothyroïdie et que vraiment vous normalisez son bilan thyroïdien et qui présente une scoliose grave, sévère, qui sera supérieure à 40%, l'angulation supérieure à 40%, c'est un enfant qui ne nécessite pas une activité physique, particulièrement des sports à sollicitation vertébrale, particulièrement le rugby et le judo. Quelqu'un qui vient pour avoir, par exemple, un certificat médical d'aptitude pour le judo, eh bien, il présente une anomalie du rachis. Ces enfants, vous êtes en position de poser une indication, une contre-indication. Je vous dirais que ce n'est pas une contre-indication absolue, c'est une contre-indication relative. Pourquoi j'insiste sur la stature rachidienne? Parce qu'un enfant qui a une scoliose de moins de 20% et qui est souvent le cas lorsqu'on examine nos patients ne contre-indique pas le sport et au contraire, ça nous renvoie à faire pratiquement une prescription d'une activité physique pour ces patients pour vraiment renforcer la musculation vertébrale afin de rendre réversible cette scoliose. C'est des scolioses qui ne nécessitent pas un corset. Un enfant, par exemple, qui a une scoliose au-delà de 20%, là, je sors de ma spécialité, mais on en voit beaucoup lorsqu'on examine nos patients en endocrinologie, ces scolioses, et ils ne sont pas détectés par la médecine scolaire. Eh bien, une scoliose supérieure à 20%, à 20 degrés, il faudra proposer, pas n'importe quel sport, la prescription, ou plutôt le certificat d'aptitude physique, doit nécessiter certains sports et pas d'autres. Par exemple, il faudra privilégier le basket, le volleyball. À l'inverse, tous les sports qui sollicitent la vertèbre, le rachis, doivent être vraiment bannis de la liste des activités physiques qu'on pourra proposer à nos patients. Alors, le médecin va s'attarder également sur la recherche des troubles osseo-articulaires ou de croissance parce que le sport, des fois, pourrait aggraver certaines pathologies inflammatoires, particulièrement osseo-articulaires. Et particulièrement, toutes les articulations doivent être examinées chez l'enfant et l'adolescent. Alors, à travers, donc, une fois que vous examinez très bien votre patient, l'interrogatoire va rechercher les maladies chroniques. Particulièrement, on va s'assurer que le traitement de fond de ces patients soit équilibré et s'enquérir de l'avis du spécialiste en cas de nécessité. Particulièrement, donc, au cours de ces présentations, on va s'attarder sur le DT1 et sur les dysthyroïdies. Alors là, je passe la parole à ma collègue pour vous dire quelles sont les prescriptions possibles, quelles sont les surveillances, donc les prescriptions et la surveillance d'une activité physique chez le diabétique de type 1. À toi l'honneur, docteur Amouche. Alors, par rapport à la prescription donc, et la surveillance d'une activité chez le patient diabétique, donc avant toute prescription, il faut toujours faire un bilan. Donc, il faut toujours faire un bilan pré-activité physique. Voilà. Alors, à savoir, donc, un bilan cardiovasculaire, un ECG de repos et une épreuve d'effort. Un ECG de repos et une épreuve d'effort sont conseillés chez les sujets de plus de 40 ans et ou à 15 ans d'évolution donc, de diabète sucré, un DT1, donc soit chez l'adolescent, par exemple. Donc, sont indiqués soit, donc, à la recherche soit de signes cliniques de neuropathie autonome cardiaque, soit de cardiopathie ischémique silencieuse, qui seront complétés par un holter ECG. Donc, un profil tensionnel serait souhaitable à la recherche d'une hypertension artérielle jusque-là méconnue ou voir l'équilibre tensionnel chez un patient déjà diabétique. Donc là, je parle d'un sujet adulte, bien sûr. Donc, sachant que l'activité physique intense aggrave l'hypertension artérielle. Donc, on fait aussi un bilan ophtalmologique qui sera complété par une angiographie selon l'intensité et l'ancienneté du diabète, c'est toujours nécessaire avant toute pratique sportive, car cette dernière peut aggraver une rétinopathie diabétique. Donc, on va faire un fond d'œil, une angiographie rétinienne, d'accord?
un bilan rénal, donc urécréa, la microalbuminurie, par rapport aux pieds. Donc, toujours, il faut faire un examen clinique minutieux. Donc, l'examen clinique des pieds, c'est indispensable afin de dépister toute infection mycosique ou malperforant plantaire. La recherche d'une neuropathie diabétique en testant la sensibilité tactile et thermoalgésique, complétée parfois par un EMG. Donc, la présence d'une neuropathie doit déconseiller les sports pédestres trop intenses et prolongés. La recherche d'une neuropathie autonome, surtout donc cardiaque, comme je l'ai déjà dit. Alors, quel sport pour un patient DT1? Donc, il est important avant tout de choisir donc, un sport que l'on peut pratiquer fréquemment et qui procure du plaisir, surtout chez les enfants, afin de les encourager à la pratique sportive. D'accord? Parce que de nos jours, les enfants, ils sont trop accros donc, par rapport aux portables, aux tablettes. D'accord? Alors, les sports conseillés, ce sont les sports d'endurance avec un entraînement donc progressif et adapté à pratiquer donc 2 à 3 fois par semaine à raison de 45 minutes par séance. À titre d'exemple, le vélo, la natation, le football, le basketball, la marche, les randonnées pédestres et les courses à pied. Les exercices intenses et intermittents sont généralement bien tolérés chez le jeune diabétique, à savoir le tennis, l'athlétisme et les sports collectifs. Par rapport au sport donc, à éviter, certificat donc, de contre-indication doit être prescrit. À savoir, ce sont les sports violents, boxe, karaté et le rugby. Les sports solitaires sont classiquement déconseillés en raison de graves conséquences donc d'une éventuelle hypoglycémie, plongée sous-marine, donc voile en solitaire, parachutisme, vol libre, escalade solitaire. Alors, soyons plus pratiques. Alors, sport et diabète en pratique. Au moment de l'exercice, le patient ne doit pas être à jeun. Il doit être en période postprandiale tardive, donc soit après le petit déjeuner ou bien après le repas du soir. Avant l'exercice, il faut toujours adapter son alimentation. Donc, il faut prendre des glucides sous forme de féculents, de pâtes, de riz. Donc, il faut toujours contrôler sa glycémie de départ. Donc, 1 heure à 1h30 avant le début de l'activité physique. Si la glycémie elle est inférieure à 1 gramme, donc il faut prendre une collation de 20 grammes de glucides, qui peut être soit de biscuits, une tranche de pain de mie ou bien de carrés de chocolat. Donc, il faut diminuer aussi. Donc, on a joué un rôle donc on a joué un rôle sur l'alimentation et il faut adapter les doses d'insuline. Il faut les diminuer de 10 à 20% si les exercices sont modérés, de 20 à 50% si l'exercice physique devrait être prolongé ou bien intense. Donc, alimentation, insulinothérapie. Pendant l'activité physique, il faut toujours avoir du sucre sur soi. Ne jamais commencer un effort physique à jeun. Compenser la dépense inhérente à l'exercice physique par une collation, donc glucidique, barre de céréales, tranche de pain de mie, biscuits. En cas d'hypoglycémie, il faut faire un resucrage en prenant 15 grammes de glucides à index glycémique élevé, équivalent à 3 morceaux de sucre, 200 millilitres de jus de fruits ou bien 150 millilitres de Coca-Cola. Il faudra éviter les chocolats. Oui. Il faut éviter le chocolat, vous leur dites, parce que faut éviter le chocolat parce que le chocolat contient des matières grasses et généralement toutes les matières grasses réduisent l'absorption du glucose. Oui. Donc tout ce qui contient du gras, il faut l'éviter. Par exemple, même le jus de fruits, vous voyez à peu près candy choco, etc. Donc les candy trucs, l'association de lait et de jus, il faudra les éviter en cas d'hypoglycémie, qu'elles réduisent l'absorption du glucose. Donc, boire régulièrement de l'eau, toutes les 30 à 45 minutes, il faut bien s'hydrater, contrôler sa glycémie, donc avant et durant, à mi-temps, donc de l'effort physique. Donc, des boissons plus sucrées peuvent être utilisées. Informer les autres participants de son diabète. Donc, soit l'entraîneur, soit les copains, soit, donc, voilà. Ou bien l'enceinte par rapport au sport, aux salles de sport et tout. Après un effort physique, les hypoglycémies peuvent survenir longtemps après l'effort, la nuit, le lendemain, si l'effort physique était intense. Donc, il faut toujours contrôler sa glycémie à l'arrêt de l'activité physique. Si sa glycémie elle est inférieure à 1 gramme par litre, il faut prendre une collation.
D'accord? Et au coucher, si la glycémie, elle doit être supérieure à 1,50 g afin de limiter le risque d'hypoglycémie nocturne. C'est la crainte de tous les diabétiques, donc insulinotraités. Et aussi, après l'effort physique, il faut toujours contrôler ses pieds. Est-ce qu'il n'y a pas eu de blessure durant l'activité physique? D'accord? Afin qu'un traitement adapté soit instauré le plus tôt possible. Merci. Donc, je vais être trop brève en cas de dysthyroïdie. La prescription en cas de dysthyroïdie, eh bien, thérapeutique, l'observance de traitement, c'est ça le plus important. Alors, il n'y a pas de contre-indication, disons, absolue dans les cas de dysthyroïdie, que ce soit l'hyper ou l'hypothyroïdie, sauf que c'est des contre-indications relatives. Alors, pour les sujets ou les enfants que vous avez, à qui généralement vous avez eu un contact, généralement au cas des enfants plutôt porteurs d'hypothyroïdie, eh bien, soit qu'ils ont une hypothyroïdie auto-immune ou ils ont été opérés sur la thyroïde et ils ont subi une thyroïdectomie totale. Alors, le traitement par hormone thyroïdien donc, est obligatoire, il doit être pris, l'observance, elle doit être vraiment garantie pour ces patients, puisque ces hormones thyroïdiens compensent les productions hormonales de la thyroïde. Alors, chez ces malades, lorsqu'on les met au départ sous hormones thyroïdiens, on fait ce qu'on appelle la titration, c'est-à-dire que un enfant, la première dose qu'on donne au patient, l'enfant, donc la première dose d'hormones thyroïdiens qu'on donne à l'enfant, c'est pas la dose définitive. C'est-à-dire que on va essayer d'adapter jusqu'à ce qu'on ait un bilan hormonal tout à fait normal. Alors, donc, on va être en face d'un long délai d'adaptation qui s'avère nécessaire pour trouver le bon dosage. Donc, au cours de cette phase, il est possible donc d'émettre un certificat de contre-indication relative si vous avez des taux anormaux et en l'absence d'autres contre-indications. Et là, la prise en charge par un endocrinologue est exigée et le retour vers une activité physique s'effectue qu'après un profil hormonal soit constaté. Alors, dans le cas de l'hyperthyroïdie, on sait que l'hyperthyroïdie, c'est une hypersécrétion d'hormones thyroïdiennes qui va solliciter beaucoup le cœur. Donc, c'est des sujets qui vont avoir vraiment une hyperkinésie cardiaque, une tachycardie. Et donc, l'arrêt du sport doit s'imposer du fait des répercussions cardiovasculaires. Ça reste une contre-indication temporaire. La possibilité de reprise d'entraînement devra être évaluée par l'endocrinologue et le cardiologue si pathologie cardiaque associée. Alors, je reviendrai à vous dire que l'activité physique est donc bonne pour tous, personne en surpoids, personne diabétique à risque de le devenir, personne susceptible de développer d'autres pathologies endocriniennes et celles particulièrement liées au stress. Il suffit seulement de l'adapter aux capacités de l'individu. Et je vous remercie. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Voilà. Est-ce qu'ils peuvent parler en direct? Non. D'accord. Est-ce que vous voulez parler en direct? On pourra répondre aux questions. Il y a 30 questions, je crois. Alors, j'ai un problème de son, pas de diapo. Descendre encore. C'est très Normalement, il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème technique. Parce que j'étais en train de... Il n'y a pas de questions? Non, je ne sais pas un truc qu'on n'a pas, il y a un truc. Qu'est-ce qu'il y a? On leur donne 10 minutes le temps de poser les questions. Oui, bien sûr, on donnera autre qu'il faut. On est là pour juste une pause de 10 minutes, le temps faut juste leur dire. Il faut leur dire. Donc, on va peut-être se reposer 10 minutes et si vous avez des questions à poser, on est là pour répondre à vos questions. Mais est-ce que vous avez des questions? Non? Voilà, mes questions. Non, pas lever la main. Celui qui a une question, il lève la main. Il peut lever la main. Vous pouvez lever la main. Ou Alors, pour un enfant dont le parent demande un certificat permet à l'élève de sortir au sanitaire. Un certificat qui permet à l'élève de sortir au sanitaire, c'est-à-dire c'est les DT1. Les DT1, oui. Oui, bien sûr. C'est-à-dire on n'a pas de certificat pour sortir. Là, ça reste généralement le médecin traitant, plus de ça. Ça, c'est le médecin de santé scolaire qui pourra le donner. Mais je ne crois pas qu'on a un certificat pour sortir au sanitaire. Il parle, c'est un truc, c'est un consentement en intramuraux, c'est-à-dire in situ au niveau de la structure sanitaire. On n'a pas de certificat délivré.
Alors, certificat d'aller aux toilettes, je ne crois pas qu'il y ait un certificat d'aller aux toilettes. Ça, c'est pas. Quand l'administration est avertie du cas du patient, l'enfant pourra sortir normalement au sanitaire, ça ne pose aucun problème. Alors, l'enseignant le demande, non. Il y a un truc là, je crois que c'est le directeur qui doit qui doit parler avec cet enseignant pour régler ce problème et peut-être que le médecin doit parler avec le médecin de santé scolaire. Alors, pour l'hypothyroïdie, quelle est physiopathologie qui contre-indique un sport intense? Alors, pour l'hypothyroïdie, non, il n'y a aucune physiopathologie qui contre-indique un sport intense pour l'hypothyroïdie. Eh bien, je vous ai dit que l'hypothyroïdie, pour quelqu'un, est-ce que c'est l'hypothyroïdie liée au mécanisme physiopathologique ou est-ce que c'est l'hypothyroïdie déjà diagnostiquée et traitée? C'est la question que je vous pose. Alors, juste pour répondre par rapport au milieu scolaire, c'est difficile de surveiller le diabète avant et durant et après l'effort physique. Donc, c'est l'intérêt de l'éducation thérapeutique. Il faut que bon, certes, c'est pas facile pour un enfant en bas âge, mais pour les adolescents, c'est l'intérêt de l'éducation thérapeutique par rapport à l'autosurveillance et à l'autocontrôle. Par rapport aux enfants donc, scolarisés, là, il faut Pour les enfants scolarisés, il n'y a pas de contre-indication au sport, mais peut-être il faudra, peut-être non, peut-être le médecin de l'hygiène scolaire devrait avertir l'entraîneur que le sujet diabétique DT1 doit confirmer ou peut-être doit surveiller sa glycémie ou peut-être faire une glycémie capillaire avant l'activité physique et avoir à disposition, à côté, à proximité, un élément de resucrage et un élément de resucrage, et puis aussi ne permettre, c'est-à-dire il faut peut-être conseiller à l'entraîneur ne permettre l'activité physique que si sa glycémie elle est au-delà de 1,30 g. Et je pense par rapport aux écoles, oui, normalement aux écoles, il y a un médecin de l'hygiène scolaire, mais c'est des médecins de l'hygiène scolaire qui posent ce problème. C'est pour ça que je réponds. Alors, veuillez activer le son des participants. Oui, activer le son des participants. Il y a quelqu'un qui lève la main, donc il faut juste activer le micro. Ça que... Alors, oui. Alors, celui qui veut poser la question directe. Allô, allô. Alors, on est en train de répondre au fur et à mesure aux questions. Est-ce que le bilan suscité doit demander est-ce que l'enfant diabétique, car il est très cher pour les parents. Normalement, c'est un bilan qui est demandé systématiquement par le pédiatre endocrinologue. Il est systématiquement demandé, c'est pas par rapport à vous. Vous pouvez demander les résultats du bilan demandé par le diabétologue. Tout enfant DT1 est suivi par un médecin diabétologue. Donc, vous n'avez pas à le demander vous-même, mais peut-être vous devriez récupérer les résultats des bilans. Activé là. Il est activé. C'est le nôtre. C'est le nôtre, c'est celui-là. Mais celui-là. À tout le monde, est-ce que vous considérez le sport au niveau des établissements un sport intense pour le non? C'est un sport modéré. Alors, est-ce que le bilan suscité doit être demandé? C'est ce que je vous ai dit, il est trop cher pour les parents. Je vous ai dit qu'il suffit de récupérer les restes du bilan. C'est un bilan chaque 6 mois. Mais c'est un bilan qui est demandé chaque 6 mois pour un DT1. Normalement, il n'y a aucun souci. Mais peut-être il faudra, si vous ne pouvez pas demander un bilan, vous récupérez le bilan du médecin et vous pouvez même examiner un examen des pieds. C'est pas vraiment, ça coûte pas cher un examen des pieds. Même par rapport au bilan cardiovasculaire et bilan ophtalmologique, c'est quand il est normal, c'est chaque 1 année. Donc c'est pas très coûteux. Donc, voilà. Alors, d'accord, merci. S'il vous plaît, DID et le nouveau vaccin DTCA, VPI. Normalement, il n'y a aucune contre-indication. Hein. DID et le truc là, la vaccination. Pour le, Après, le DT1. Et il y a le médecin glycémien scolaire qui s'occupe de la vaccination. Est-ce que la vaccination contre-indiquée sur le DID? Il n'y a aucune contre-indication de vaccination, au contraire. Généralement, on les protège contre toutes ces infections. Activer le son des participants. Voilà, le monsieur. On n'arrive pas à activer là où il y a le... Il y a quelqu'un. Pour poser des questions. Il a levé la main, on n'arrive pas à le...
صح نزلت عندكم الافيشاج ولا لا ما كاينش وحده Non, معليش essaye un peu شكون اللي قال peut-être لكم هذا أشبه HP اش بي هذا اش بي هذا بارتيسيبون اش بي baisser la main, demander de l'activer le son. Généralement, j'ai jamais eu une audience Jamais. Vous êtes tellement exposé de la vie. Ah, c'est bon. un peu jamais, j'ai... Ah, c'est bon. Un, deux, un. HP. HP. Allô? Présentez-vous, Oui. s'il vous plaît. Vous avez la parole. Merci. C'est CHU de Constantine. Oui, Je suis مرحبا docteur Marmoul. مرحبا monsieur. Madame, merci. Vous nous avez parlé surtout du certificat d'aptitude à faire du sport pour le patient diabétique ou un enfant diabétique. Nous souhaiterions avoir votre avis sur Oui. l'inverse par rapport au certificat d'aptitude que les médecins sont sollicités par les Là, parents. Est-ce que vous pouvez hausser la voix, s'il vous plaît? Oui, c'est par rapport au certificat. C'est entrecoupé, hein, on n'arrive pas. Rapprochez-vous du micro. Je suis. Oui, vous nous entendez? Oui, oui, maintenant, oui. Allô? Oui. Vous nous avez parlé du certificat d'aptitude plutôt au sport. Par rapport à l'enfant diabétique ou au sportif ou à un diabétique qui voudrait faire du sport. Moi, nous souhaiterions avoir quelle est votre réaction par rapport à l'inverse? C'est quand les parents d'enfants diabétiques ont tendance à demander un certificat d'inaptitude au sport. Est-ce que vous nous entendez? Oui, oui, je vous entends, oui. Ça, Est-ce que vous avez entendu la question? Oui, j'ai compris. C'est-à-dire que le contraire du certificat d'aptitude, et la plupart des parents qui ont des enfants DT1, généralement, ils ont peur de cette hypoglycémie. C'est tout à fait clair qu'on comprend très bien la hantise des parents quand ils demandent un certificat d'inaptitude parce que on n'a pas les conditions adéquates de surveillance d'un enfant en pleine activité physique en médecine scolaire, ce qui permet vraiment de poser beaucoup d'obstacles à une activité physique, à la pratique d'une activité physique par un DT1. Moi, je comprends, c'est-à-dire que sur le plan réglementaire, on n'est pas en position aussi de délivrer un certificat d'inaptitude pour ce genre de patient, à condition que les conditions en milieu scolaire soient tout à fait favorables à une activité physique. Et on comprend, on sait très très bien que l'activité physique dans les milieux scolaires, vraiment, elle n'est pas elle est dangereuse parfois. Généralement, il n'y a pas des terrains, des stades qui sont adéquats aussi pour l'activité physique. L'enfant peut tomber, il risque d'être traumatisé, d'avoir des traumatismes. Il n'y a pas également, pas tous les médecins qui disposent d'un médecin d'hygiène scolaire et donc pas de possibilité de contrecarrer une hypoglycémie. Également, je vous dirais qu'il y a beaucoup, c'est vrai, il y a beaucoup d'obstacles. Vous avez vraiment touché un point très sensible dans ce cadre-là, c'est-à-dire que réglementairement, on ne devrait pas délivrer un certificat d'inaptitude pour un DT1, mais on l'a eu dans l'absolu, c'est-à-dire avec des conditions défavorables. Certains patients ont très peur pour leurs enfants et là, ça nous renvoie ou peut-être ça nous met des fois la main forcée pour délivrer un certificat d'inaptitude pour ce genre de patients. Vous voyez, il faut parce que là, on est obligé de les accompagner. Ça pose pas de problème. C'est des enfants qui doivent être accompagnés au départ, surtout d'autant plus quand ils sont jeunes. À la rigueur, un adolescent, ça pose pas de problème. Ça reste un avis personnel. C'est vrai, réglementairement, non, mais dans l'absolu, oui.
Je pense qu'il faudrait peut-être Peut-être Si vous permettez une autre question. Oui, Oui, monsieur, oui, vous avez raison là. Toutes les questions, elles sont vous très entendez? pertinentes. Oui, on vous entend, oui. Ah. Oui, monsieur, oui, oui, on vous Madame, entend. un autre point peut-être à discuter. Moi je m'interroge, est-ce que faire du sport ou une activité physique correspondrait éventuellement à une injection de dose d'insuline? Et dans quelle proportion l'activité physique, comment dire, remplacerait une Quelle est la injection part de d'insuline l'activité? à quelle proportion? Oui, oui, on vous l'a dit, l'activité physique, c'est-à-dire en dehors du DT2, en dehors du DT1, c'est-à-dire que ça soit le DT1, c'est-à-dire dans le cadre du diabète, l'activité physique elle-même, hein, c'est-à-dire sans qu'il y ait impact sur l'alimentation, eh bien, elle permet de réduire en dehors, c'est-à-dire dans le DT2, c'est-à-dire en dehors, c'est-à-dire si on enlève le côté insuline qui est primordial pour le DT1, eh bien, chez le DT2, l'activité physique, elle pourrait réduire 0,6% de l'hémoglobine glyquée chez le DT2. Vous voyez que ça, c'est la part de l'activité physique dans l'amélioration de l'équilibre glycémique. C'est à cause de ça que chez le DT1, ça dépend de l'activité physique. Si c'est une activité physique qui est modérée, on réduit jusqu'à 30% de la dose d'insuline. Vous voyez que ça correspond pratiquement à 30% de la dose d'insuline. Et si, par exemple, si c'est une activité physique intense, il faut réduire parfois la moitié la dose d'insuline qu'on pourra prescrire. Vous voyez que finalement, l'activité physique, elle correspond en quelque sorte à une dose d'insuline, puisqu'elle améliore, ce n'est pas une dose d'insuline, c'est plutôt une amélioration de la sensibilité à l'insuline. Et dès qu'on a, on le sait très bien, plus on améliore la sensibilité de l'insuline, plus on réduit la quantité d'insuline à injecter. Est-ce que j'ai répondu à votre question, monsieur? Merci. Monsieur de Constantin, j'ai répondu à votre question? Oui, Ok, oui, il n'y a merci, pas d'autres c'était très questions? clair. C'était très clair, ok. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres On vous questions? remercie, madame. Merci beaucoup. Merci. Merci. Vous avez été très pertinent, monsieur. Il n'y a pas de glucomètre au sein des établissements scolaires Merci, surveillés. madame. D'accord, je suis en train de lire les autres questions, monsieur. Alors, il n'y a pas de glucomètre au sein des établissements scolaires. Là, je crois que peut-être on va faire appel au niveau des ministères, parce qu'actuellement, ce n'est plus les glucomètres qui sont d'actualité, c'est plutôt les CGM ailleurs. Et les glucomètres, on ne peut pas disposer d'un glucomètre. Là, peut-être on va faire appel au ministère pour essayer de généraliser tous les glucomètres au niveau des services. Je suppose que dans chaque établissement scolaire, on devrait avoir des DT1. D'autant plus qu'il y a une explosion de DT1 depuis le Covid. Des glucomètres, Des glucomètres, l'abscisse. Les glucomètres et les l'abscisse, parce que vous pouvez tomber actuellement, vous pourrez tomber dans les états d'hypoglycémie quand vous pourrez tomber dans les états de cétose diabétique. Et je vous rappelle, selon les dernières recommandations de l'ASD 2023, la cétose doit être diagnostiquée au-delà, si vous êtes en phase d'une glycémie au-delà de 2 grammes, ce n'est plus les 2 grammes 50. Alors, Ce sont les bonjour, sports interdits pour l'enfant diabétique. on vous l'a dit. Donc, ce sont les sports intenses et les sports solitaires qui sont interdits. Donc, par exemple, donc, la boxe, La plongée la sous-marine, plongée sous-marine, l'alpinisme, l'alpinisme, mais sinon le reste, le un vol à enfant, voile, généralement parachutisme. les parachutismes, c'est vraiment tous les sports que l'enfant pratique seul. Ils sont pathologies, c'est-à-dire il peut y avoir des interdictions liées à d'autres pathologies. Je vous ai parlé par exemple des atteintes rachidiennes. Par exemple, un diabétique peut avoir une scoliose qui peut dépasser les 40%. Là, généralement, il y a certains sports qui sont contre-indiqués dans ce cadre. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme question? Après un exercice physique intense, la glycémie de 1 gramme contre-indique le sport. Eh bien, on tolère une glycémie de 1,30 g avant de commencer une activité physique. Oui,
Elle contre-indique un sport temporairement, le temps d'augmenter la glycémie à 1,30 g. Donc, quelqu'un qui a une glycémie à 1 gramme, il est sujet à faire une hypoglycémie sévère au cours de l'activité physique. Alors, oui, activation des participants, vaccin, c'est bon. Bonjour, quel rythme de séance d'activité sportive modérée recommandé par semaine pour un enfant diabétique de type… généralement, je vous l'ai dit, l'activité ne doit pas dépasser, ça dépend de l'âge. Un enfant moins de 10 ans, un enfant au-delà de 10 ans, moins de 10 ans, pas plus de 6 heures par semaine. Un enfant plus de 10 ans, pas plus de 10 heures par semaine. Et un enfant moins de 14 ans ne doit pas avoir une activité physique intense. Ok, vas-y. C'est par rapport à la maladie cœliaque. Oui, que doit faire un certificat de maladie cœliaque pour assurer un régime spécial en milieu scolaire. On doit faire un certificat pour une maladie cœliaque, je ne crois pas qu'on pourra faire un certificat. Oui, je sais, par rapport à la cantine scolaire, on ne pourra pas faire puisque, disons, les écoles ne sont pas préparées pour ce genre de pathologie. Et dans une école, on ne peut pas faire un régime spécial pour 3 ou 4 patients. Et bien, c'est les parents qui s'engagent dans ce cas à faire le menu pour leurs enfants, surtout ceux qui disposent vraiment d'une cantine en plein milieu scolaire. Est-ce qu'on peut délivrer le certificat d'aptitude partielle au sport? L'aptitude, non. Il n'y a pas d'aptitude partielle. C'est-à-dire, maladie j'ai cœliaque, compris, non. Excusez-moi, j'ai Oui. compris la question. En fait, quand on a un bilan perturbé, c'est juste temporaire, le temps que ça rentre. Oui, d'inaptitude temporaire. Voilà, mais on peut pas demander, mais on peut pas donner, on peut pas dire délivrer un certificat d'aptitude partielle. Oui, Le certificat d'aptitude, on peut délivrer. Il y a lieu de formuler la question. Oui, on peut délivrer un certificat d'inaptitude temporaire. Temporaire à l'activité physique. Tout à fait. Oui. Vas-y. Alors, donc, un enfant ne doit pas dépasser 1 heure à pratiquer le sport. Ça dépend de l'âge. Je vous ai dit pour l'âge. Peut-on faire confiance aux résultats pour le dosage? Et je vous dirais que il y a des corrélations. Il y en a pour les glucomètres. Je ne pourrais pas faire de la publicité pour les glucomètres parce que là, on est hors… on ne peut pas faire de la publicité pour la fiabilité des glucomètres. Mais je vous conseillerais d'avoir 2 glucomètres à la maison pour essayer de comparer entre les deux et faire au moins une glycémie capillaire et la comparer à une glycémie veineuse. Comparez avant d'y aller faire une glycémie veineuse, faites une glycémie capillaire au moment du prélèvement pour une glycémie veineuse et voir à peu près la ok, en lapsir. Alors, l'enfant resucre, soi-disant, quoi? Non, pas du tout. L'appendicectomie ne contre-indique pas la pratique du sport. Pas du tout. Ok? Alors, les sports contre-indiqués chez les hypothyroïdies équilibrés, aucun sport n'est contre-indiqué. Ok? Alors, en cas d'absence imprévue, en dehors des autres indications, parce qu'un hypothyroïdie peut avoir d'autres pathologies associées. Un hypothyroïdien auto-humain peut avoir d'autres pathologies associées. Alors, particulièrement DT1, il peut avoir un diabète de type 1, il peut avoir une maladie cœliaque, il peut avoir une hypoparathyroïdie, une insuffisance rénalienne, et donc il faut voir aussi dans le contexte. Mais une hypothyroïdie isolée, équilibrée, ne contre-indique pas le sport. Alors, en cas d'absence imprévue du professeur EPS, l'enfant peut monter. Donc, un enfant qui a pratiqué du sport durant la journée, quelle est la glycémie convenable au coucher? Elle doit être supérieure on à vous l'a dit, 1,50 g. Un enfant doit dormir avec une glycémie au-delà de 1,50 g. Il faut prendre une collation. Sinon, il doit prendre une bonne collation. Une collation, mais une collation pas de sucre rapide seul. Une collation de sucre lent. Alors, peut-il reprendre l'activité physique après resucrage? Jamais. Si un enfant, on vous l'a dit et elle a bien dit, généralement, on ne permet l'activité physique que si l'enfant n'a pas d'antécédent d'hypoglycémie dans les 24 heures qui suivent, qui précèdent plutôt l'activité physique. Autrement dit, un enfant qui a fait une hypoglycémie dans les 24 heures précédant l'activité physique ne doit pas faire d'activité physique parce qu'il est sujet à faire une hypoglycémie sévère, même après resucrage. OK. Alors, un enfant, on vous l'a dit, ok, contre-indique, ça dépend de la fracture. Là, c'est l'orthopédiste qui va donner. Une fracture ancienne, ça dépend quel type de fracture. Il y a certaines fractures, par exemple, de l'extrémité supérieure de l'humérus. Là, je sors de ma spécialité,
qui peuvent donner ce qu'on appelle un syndrome algoneurodystrophie au niveau de l'épaule. Là, ça pourrait contre-indiquer une activité physique. Mais les autres, je suppose, là, il faut se référer au médecin orthopédiste ou un médecin concerné généralement par la pathologie, soit un CCI, soit un orthopédiste adulte. Vas-y. C'est bon. Pas d'autres C'est questions? bon, pas d'autres questions. On a répondu à toutes les questions. Je vais juste rajouter un petit commentaire par rapport les accidents hypoglycémiques Oui. au cours de la séance de sport. Je pense qu'il faudrait les prévenir, c'est-à-dire comme vous l'avez si bien expliqué dans vos diapos, ou peut-être reprendre la partie de, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un enfant DT1, parce que les séances de sport sont fixées à une fois par semaine. On sait très bien que C'est pas, des séances, il heureusement, c'est des séances de 45 oui, minutes. C'est pas vraiment. c'est pas intense, c'est un C'est pas sport intense, beaucoup c'est plus pas. dans le cadre pédagogique, c'est un truc de loisir pour détendre les enfants et tout. Juste, je pense que c'est le rôle du médecin de santé scolaire, c'est la sensibilisation, c'est-à-dire sensibiliser les parents par rapport à, les parents, ils sont déjà au courant parce qu'ils font de l'éducation thérapeutique et les enfants aussi. C'est-à-dire, ils savent qu'est-ce qu'ils ont à faire, mais ils peuvent prendre leur glucomètre avec eux et ainsi, et même accompagner le prof de sport. Il faut lui Normalement, expliquer. oui, normalement, je vais vous dire un truc. Généralement, quand on hospitalise un enfant, un DT1 dans un milieu hospitalier, la règle, c'est pas d'introduire ou plutôt d'introduire l'insurothérapie. Nous, dans un service de diabétologie, il est systématique d'introduire l'éducation thérapeutique. C'est pas notre, disons, notre rôle, c'est pas notre rôle d'introduire l'insulothérapie. C'est vrai qu'on peut introduire les doses, mais l'important, c'est comment gérer cette insulothérapie, comment gérer le diabète en lui-même. Aussi bien, et on sait très bien, il n'y a pas que l'enfant qui est éduqué, c'est l'enfant et son entourage qui sont indiqués en même temps. À l'étranger, ça ne pose pas de problème parce que les enfants, tous les enfants pratiquement, ils disposent d'un CGM. C'est-à-dire actuellement, on a certains enfants en monitoring glucose continu. C'est un dispositif qui est mis sur le bras de l'enfant et qui permet d'avoir ce qu'on appelle un profil glycémique continu et qui permet de détecter les hypoglycémies bien avant que la symptomatologie apparaisse. Autrement dit, c'est des sujets qui peuvent déjà pallier l'hypoglycémie bien avant qu'elle survienne. Et donc, c'est des enfants qui ne vont pas arriver à un stade d'hypoglycémie sévère et que c'est des enfants qui ne vont pas avoir le resucrage de la même manière que les sujets détectés avec des bandelettes au glucomètre, avec le glucomètre. Et donc, avant qu'ils arrivent à l'hypoglycémie, ils prennent leur collation, ça remonte et ça ne fait pas parce que le message qu'on va renvoyer vers les médecins généralistes, c'est que le resucrage, lorsqu'on fait un resucrage, on peut basculer facilement vers l'hyperglycémie. Tout à fait. C'est ça qui nous pose un problème. Ailleurs, ils ont ce qu'on appelle, moi j'étais étonnée de voir, par exemple, il y a ce qu'on appelle des petits tubes, c'est comme des tubes de glucose pur qui est mis dans des petits tubes de 5 grammes, de 10 grammes, que l'enfant prend parce qu'il dispose d'un CGM et ça fait monter facilement la glycémie. Mais lorsqu'on tombe devant une hypoglycémie profonde, là c'est très difficile de faire remonter. On va resucrer, on donne généralement ce qu'on donne, c'est 15 grammes de sucre, c'est l'équivalent à peu près de 3 morceaux de sucre, ou bien à peu près 200 millilitres, 200 cc de jus de fruits, mais à condition qu'il ne soit pas mélangé à du lait, ou bien c'est l'équivalent du Coca-Cola, à peu près, c'est plus sucré que jus de fruits, à peu près 150 cc de Coca-Cola, c'est équivalent d'un verre, un verre de Coca-Cola, c'est équivalent, c'est ce que peut prendre l'enfant. C'est ce qu'on appelle la règle des 15 minutes, c'est-à-dire on resucre, on va calculer, on va au bout de 15 minutes faire la glycémie capillaire. Si la glycémie capillaire, elle remonte au-delà de 0,70, on peut passer à une collation avec du sucre lent. Si elle reste toujours basse, on sera obligé de resucrer avec les 15 grammes. Mais en resucrant toutes les 15 minutes, on pourra basculer facilement vers l'hyperglycémie. J'appelle généralement ce que je transmets aussi aux médecins généralistes, lorsqu'un enfant fait de l'activité physique, il y a une augmentation de l'insulinosensibilité. Il est très sensible aux accès d'hypoglycémie. Ce n'est pas parce qu'il va se resucrer qu'il ne va pas retomber dans l'hypoglycémie. Pas du tout. Et on vous l'a bien dit que les risques d'hypoglycémie persistent même la nuit. Et donc, il y a le risque d'hypoglycémie nocturne après une activité physique
encore soit-il, encore soit-elle intense pour créer ces hypoglycémies nocturnes. Donc, c'est pas parce qu'il se resucre qu'il est vraiment à l'abri d'une hypoglycémie. C'est à cause de ça que les parents sont frileux à l'idée que leurs enfants fassent de l'activité physique en milieu hospitalier parce qu'ils ne les surveillent pas, ils ne les voient pas. Et donc, ça leur procure un stress supplémentaire vis-à-vis de ces enfants parce que ce qu'on avait remarqué dans les DT1, c'est pas les DT1 qui sont stressés, c'est plutôt les parents du DT1 qui sont encore plus stressés que leurs enfants. Mais peut-être ce stress, il fait une projection sur les enfants. Exactement, oui, bien sûr. Mais il faudrait quand même bien sûr, oui. que l'enfant se sente normal. C'est à cause de ça que nous, dans un à force de le couver comme ça et de peur qu'il fasse une je vous dirais, moi, il y a même des enfants qui partent acheter les sucreries en cachette, les gaufrettes, etc. Moi, je vous dirais, par exemple, j'ai une petite adolescente dernièrement qui avait 17 ans, qui avait carrément, elle avait un déni de la maladie. Rappelez, docteur Amrouche, elle avait un déni. Elle avait un déni de la maladie. C'est une adolescente qui passe le bac cette année. Elle a arrêté de tout faire. Elle a arrêté toutes les surveillances glycémiques parce qu'elle se sent différente de ses frères et sœurs. Elle nous a dit que je suis tout à fait différente. Donc, elle fait son insuline, certes, mais elle ne s'autosurveille pas. Et pourtant, elle était hospitalisée. On lui a appris comment gérer son insulinothérapie, comment faire, comment irradier devant une hypo, comment une hyperglycémie, comment essayer de programmer sa vie. Malheureusement, il y a eu un déni, surtout ce qu'on revoit aussi comme message aux médecins généralistes, c'est que le DT1, à la rigueur, dans la période primaire, c'est-à-dire je dirais, entre 5 ans et 10 ans, 11 ans, on arrive à les gérer, les DT1. Mais ce qui pose un problème, c'est la période de chamboulement hormonal, cette période d'adolescence qui se trouve entre l'âge de 11 ans et 18 ans ou 17 ans, c'est là qui pose un souci parce qu'il y a un chamboulement hormonal, les signes du soi, le regard sur soi, et donc aussi le regard de la société, le regard des autres, de leur homologue. Et là, c'est ça qui pose un problème chez les DT1. Et c'est là où on retrouve beaucoup d'obstacles et de complications chez ces patients, particulièrement les complications aiguës. Et on en voit beaucoup en milieu hospitalier, les cétoses diabétiques, on en voit plus les cétoses que les hypoglycémies parce qu'à un certain moment, ces adolescents abandonnent toute la thérapeutique et abandonnent même l'insulinothérapie. C'est l'intérêt professeur de l'accompagnement. Oui, nous, dans un groupe d'éducation thérapeutique, on a un psychologue, un nutritionniste, un médecin, et puis un paramédical qui doit apprendre donc les techniques d'injection, on a un paramédical, on a le médecin qui est là pour accompagner pour l'ajustement thérapeutique, le paramédical qui apprend les injections, le nutritionniste qui apporte aussi qui apporte sa responsabilité en tant que nutritionniste sur la part de l'alimentation. Et puis on a aussi le psychologue qui va essayer de faire adhérer le diabétique d'abord diabétique à son traitement et puis aussi à lui faire admettre la pathologie. Donc ça, c'est tout le contexte. Ce n'est pas le médecin seul qui pourra gérer ça. C'est un staff technique qui doit assurer. Nous aussi, nous avons un psychologue. Normalement, oui. Ça, c'est important. Oui, c'est une équipe. Elle doit être intégrée, oui, c'est obligatoire. Alors, je crois qu'on a vu d'autres questions, non? Le cas des hypoglycémies en diabète, est-ce que ça contre-indique le non diabétique. Alors, les hypoglycémies chez non-diabétiques, il faudra les explorer d'abord. Alors, chez les sujets jeunes, on a le plus souvent les hypoglycémies fonctionnelles. L'hypoglycémie fonctionnelle, c'est un chamboulement un peu qui peut être remédié par des petites collations toutes les 2 à 3 heures. Généralement, ça ne pose en aucun cas les contre-indications au sport. Les hypoglycémies, mais en dehors, mais toujours est-il, devant tout état d'hypoglycémie tel qu'il a été défini par la médecine, les hypoglycémies, parce qu'il y a hypoglycémie et sensation d'hypoglycémie. C'est différent. C'est les diagnostics différentiels des hypoglycémies. Alors, vous pouvez avoir un malaise épileptique qui peut porter à confusion avec les hypoglycémies. Ça peut porter. Vous pouvez avoir un malaise cardiovasculaire qui peut porter à confusion avec une hypoglycémie. Il faut que ça soit une hypoglycémie documentée pour vraiment poser le diagnostic d'une hypoglycémie. OK? Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon?
On a répondu à toutes vos questions. Problème de son. Non, non. Oui, désolé, ça ça relève pas de nous. Oui, peut-être ils sont en train d'arriver. On va Bah, leur ils dire sont ça. en train de quitter, je pense. Je pense que vous avez répondu à toutes les questions. Est-ce Il y qu'on plus a de répondu? questions. J'espère qu'on a répondu à vos attentes. Et il y a beaucoup de parents qui demandent pour les adolescents obèses sous prétexte d'un complexe psychologique important ou que le sport est tout bénéf, surtout dans leur cas. Au contraire, chez les sujets obèses, il faudra envisager peut-être, et je suppose, avant de demander un certificat, peut-être il faudra envisager d'envoyer l'enfant à un psychologue, d'accord? D'abord, un complexe psychologique, d'abord, il doit être enlevé par un psychologue. D'abord, il faudra envisager une consultation psychologique avant de délivrer un certificat d'aptitude. Au contraire, ça, c'est un certificat de non-contre-indication au sport. Renvoyez disons, votre élève à une consultation de psychologie, spécialement parce que aussi l'obésité au cours de l'adolescence, elle sous-tend beaucoup de problèmes psychologiques. Donc, enlever le problème psychologique, peut-être l'enfant va maigrir en enlevant déjà la pression psychologique. Oui. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce qu'ils sont en train d'arriver au fur et à mesure. Oui, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ils sont en train de quitter. Ah, ok. Ok. Merci. Je pense qu'au terme de cette. On remercie d'abord les professeurs et docteurs pour cette formation, pour ces slides. Si l'enfant obèse, quel bilan demandé est-il obligatoire? Alors, chez le sujet obèse, il faudra demander un bilan métabolique systématique d'abord. On va sortir un peu de. Chez l'enfant obèse, demander un bilan métabolique, c'est-à-dire au moins un bilan glycidique, lipidique, etc. Un bilan métabolique pour rechercher une complication. Mais il faudra également demander, dans la vente devant ce sujet obèse, il faut voir non seulement le poids, mais il faut également voir la taille. Donc, il faut toujours mettre l'enfant sur une courbe de taille. Une obésité seule, sans qu'il y ait un retentissement sur la croissance, ça peut être une obésité commune, c'est-à-dire là, il faudra faire, généralement, il faut rechercher vraiment une cause psychologique particulière, y remédier par un psychologue et faire les règles et entreprendre des règles gynédiététiques. Par contre, une obésité chez un enfant avec un retard de croissance, ça peut renvoyer vers l'hypothyroïdie ou ça peut renvoyer vers l'hypercorticisme, c'est-à-dire autrement dit, il faut faire une TSH chez l'enfant et il faut faire généralement un cortisol avant et après freinage minute. Alors, ça, c'est les causes endocriniennes, OK? Alors, une hypothyroïdie, c'est le bilan qu'on fait généralement systématique endocrinien chez un enfant obèse. Alors, un DT1 qui a une neuropathie, le sport est contre-indiqué? Non, pas du tout. Une neuropathie diabétique chez un DT1, au contraire, peut-être que l'activité physique va améliorer le métabolisme glucidique et réduire aussi cette neuropathie diabétique. Et on vous l'a dit que les études généralement plaident en faveur de quoi, docteur Amrouche? Pour la neuropathie. Au contraire, un DT1 qui fait le sport, il retarde l'apparition de la neuropathie. S'il a cette neuropathie, il va améliorer son métabolisme glucidique, il va améliorer. Par contre, un sujet qui fait une neuropathie, c'est un sujet qui peut faire généralement une neuropathie diabétique, qui peut avoir des problèmes au niveau du pied diabétique et donc il peut avoir un problème de sensibilité. C'était quelqu'un qu'il faudra surveiller de près sur le plan podologique. D'où l'intérêt d'un examen clinique soigneux Ouais. après Ok. chaque activité physique. DT1 avec micro-angiopathies. Alors, faut-il, oui, Je pense qu'il est arrivé. est-ce qu'il faut demander un certificat de médecin traitant pour pratiquer le sport d'un enfant DT1? Oui, bien sûr. Je suppose pour éliminer, bien sûr, il faudra vraiment. Ah, pardon, cette question. Réponds alors, je Oui, te bien laisse. sûr. Donc, il faut toujours demander un certificat du médecin traitant pour un enfant DT1. Donc, il faut que le médecin juge l'aptitude ou l'inaptitude de l'enfant à faire le sport. DT1 avec microangiopathie, On a oui. déjà répondu. Il n'y a pas de Donc, contre-indication. pas de contre-indication, mis à part la rétinopathie diabétique, si elle n'est pas, si elle n'est pas traitée et stable. Donc là, il y a le risque donc, de l'hémorragie intravitréenne et du décollement de la rétine. Alors, le bilan à demander en cas de retard staturo-pondéral. Alors, dans le cas d'un retard staturo-pondéral, il faudra d'abord demander un âge osseux, d'abord. Donc, sur le plan radiologique, un âge osseux. Il faut éliminer toutes les maladies générales, en particulier une maladie cœliaque,
Ça veut dire qu'il faut demander les anticorps anti-gliadine, antitransglutaminase. Il faudra demander le bilan général, à savoir il faut éliminer une insuffisance rénale, il faut éliminer une insuffisance hépatique, un problème cardiovasculaire, c'est-à-dire rénal, cardiovasculaire ou hépatique. Il faudra faire aussi éliminer la maladie cœliaque. Alors, une fois qu'on élimine une maladie géniale, c'est plutôt une maladie générale et une maladie cœliaque, là, on renvoie vers l'endocrinologie pour rechercher s'il y a autre pathologie qui vont, pathologie endocrinienne à l'origine du retard de croissance, particulièrement l'hypothyroïdie, l'hypercorticisme et la pseudo-hypoparathyroïdie. Alors, tout le monde, merci pour cette communication. Merci infiniment. Merci, docteur. Merci beaucoup. Merci pour la brave communication. Oui. J'espère qu'on a été assez explicite. Si vous avez des questions, on est toujours là à votre écoute. D'accord? On peut répondre à d'autres questions qui relèvent de l'endocrinologie et qui sont hors. Alors, comment l'effort physique augmente la microalbuminurie chez le BTR? Vous l'avez dit? Oui, selon des études, ils ont remarqué que même après l'effort physique, chez les patients non DT1, il y a une augmentation physiologique de la microalbuminurie. C'est pour ça, microalbuminurie, c'est au niveau des urines. Pas microalbuminémie, hein? Microalbuminémie, c'est dans les urines. C'est dans les urines. Donc, c'est pour ça ils disent toujours, donc il ne faut jamais confondre la microalbuminurie d'un DT1. Ça ne veut pas dire qu'il y a une microalbuminurie, que le patient il a une néphropathie diabétique. Parce que l'activité physique augmente autant physiologique la microalbuminurie pendant les 48 heures après l'effort physique ou bien après l'effort physique. Mais à condition qu'elle soit un effort physique intense. Oui, intense. Intense, c'est effort physique intense. Voilà, c'est pas, ce qui n'est pas le cas dans l'activité physique sportive. C'est pas le cas de l'effort physique scolaire. Il faut dire ce qu'il en est. Parce qu'une activité juste, c'est les sports d'intensité. OK? Très intéressant, tu es bien placé, beaucoup reste à faire, notamment santé communautaire pour faire l'environnement adéquat. Oui, vous avez tout à fait raison. Il y a beaucoup de choses à faire en santé scolaire pour ces enfants. Oui, notamment il faut accompagner les profs de sport. Ce sont des accompagner et l'enfant et les profs de sport. Et les profs de sport. Parce que ce sont des profs de sport nouveaux. Les élèves de primaire, ils n'ont pas l'habitude de faire du sport, rien que une petite activité. Heureusement, le problème, c'est que l'activité scolaire, plutôt le sport scolaire, il ne dure que 45 minutes. Oui. En plus, ce n'est pas d'intensité, c'est une intensité modérée. Et ce n'est pas c'est une fois par semaine. Je crois qu'il ne faut pas priver l'enfant de cette activité sportive. C'est un moment aussi de détente, de regroupement, de communication entre eux, parce qu'ils ont plus la liberté en pleine vraiment séance sportive qu'en classe. Oui. Donc, c'est autre chose. Oui. Une longue semaine un truc là, c'est une coupure par rapport à un stress permanent de la journée et puis aussi de la semaine. Oui, tout à fait. OK. Je crois qu'on a répondu à tout. C'est bon? Oui, ça va. Donc, on vous remercie, professeur, pour ces communications explicites. Je demande à l'assistance, je remercie aussi l'assistance. Si vous avez des questions, vous pouvez les transmettre soit sur le groupe WhatsApp, soit par mail. Je vous communiquerai plus tard les coordonnées. On vous invite aussi, de toute façon, on a une séance aussi d'interaction qui va se faire peut-être dans une quinzaine de jours, regroupant toutes les spécialités, aussi bien cardiologue, endocrinologue que pneumologue, et on va essayer peut-être de répondre aux questions qui n'ont pas pu être posées généralement à chaque séance qui a été faite au cours de cette formation. On vous remercie de votre présence et j'espère qu'on va être Sadaqa Jariya pour tout le monde, pour nos enfants, ça reste nos enfants, c'est ces enfants qui pratiquent le sport en ayant d'autres pathologies, à savoir le DT1 et d'autres pathologies endocriniennes. On vous remercie beaucoup.